Ce matin, quand vous vous êtes levé, est-ce que votre premier geste a été d'appuyer sur votre ventre pour sentir cette lourdeur qui était déjà là? Est-ce que vous avez regardé vos vêtements et choisi ceux qui cachent le mieux ce ventre gonflé qui ne vous appartient plus vraiment? Est-ce que vous avez planifié votre journée en fonction des toilettes disponibles autour de vous? Si vous répondez oui à l'une de ces questions, alors je veux que vous sachiez quelque chose d'important avant même que nous commencions. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité, ce n'est pas simplement votre âge. Et surtout, ce n'est pas dans votre tête, ce ventre qui gonfle après chaque repas, ces gaz qui vous embarrassent à table avec vos enfants ou vos petits-enfants, cette constipation qui vous oblige à pousser, à attendre, à souffrir, parfois pendant des jours. Ce ne sont pas des détails, ce ne sont pas des inconforts mineurs à accepter avec philosophie parce qu'on a passé la soixantaine. Ce sont des signaux, des messages précis que votre corps vous envoie depuis longtemps et que personne n'a encore pris le temps de vous décoder vraiment. Aujourd'hui, je vais le faire. Complètement, honnêtement. Je m'appelle Dr Al-Mustafa. Cela fait plus de 20 ans que j'accompagne des patients de 60, 70, 80 ans dans leur relation avec leur corps vieillissant. Et si je devais compter le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase dans mon cabinet, je ne pourrais pas. Cette phrase que tant de personnes âgées ont entendue de la bouche d'un médecin pressé. C'est normal à votre âge, il faut vous y habituer. Cette phrase-là, je la considère comme l'une des plus grandes trahisons que la médecine puisse commettre envers ses patients. Parce qu'elle ferme une porte. Elle dit à quelqu'un qui souffre, « Votre souffrance ne mérite pas d'être comprise. Acceptez-la et passez à autre chose. Je refuse cette logique. » Et aujourd'hui, je vais vous donner ce qu'on aurait dû vous donner depuis longtemps. Une explication. Une compréhension profonde de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et un chemin concret, simple, accessible, pour que votre intestin retrouve ce qu'il a perdu. Non pas avec des médicaments agressifs, non pas avec des procédures invasives, mais avec quelque chose de beaucoup plus puissant. La bonne information, au bon moment, utilisée de la bonne façon. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait changer votre quotidien de façon radicale. Et quand je dis radical, je ne parle pas d'un miracle, je parle de physiologie, de biologie, de la façon dont votre corps fonctionne réellement et de ce qu'il attend de vous. Commençons par quelque chose que peu de gens savent. Votre intestin a sa propre intelligence. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité anatomique documentée. Votre système digestif possède ce que les scientifiques appellent le système nerveux entérique, un réseau de plus de 500 millions de neurones qui tapissent la paroi de votre tube digestif de l'œsophage jusqu'au rectum. 500 millions, c'est plus que dans votre moelle épinière. Certains chercheurs l'appellent le deuxième cerveau. Et comme votre cerveau principal, ce cerveau intestinal peut être fatigué, perturbé, désorienté, surtout avec l'âge. Alors imaginez ceci. Imaginez un chef d'orchestre qui dirige un ensemble de musiciens depuis des décennies. Il connaît chaque partition par cœur. Il sait exactement quand chaque instrument doit entrer, quand ralentir, quand accélérer. Il travaille avec une précision remarquable. Mais avec les années, plusieurs choses se produisent. Il entend moins bien les musiciens. Certains musiciens ont quitté l'orchestre et n'ont pas été remplacés. La salle est moins bien éclairée. Et les conditions dans lesquelles il travaille ont changé sans qu'on lui demande son avis. Pourtant, on lui reproche que la musique n'est plus aussi fluide qu'avant. C'est exactement ce qui se passe dans votre intestin après 60 ans. Ce n'est pas qu'il ne veut plus fonctionner, c'est que les conditions ont changé. Et personne ne lui a fourni les outils pour s'adapter. Laissez-moi vous expliquer précisément ces changements, parce qu'ils sont au cœur de tout ce que vous ressentez. Première réalité biologique que vous devez connaître. En vieillissant, la musculature de votre paroi intestinale perd de son tonus. Vos intestins sont, en leur fond, des tubes musculaires. Ils avancent les aliments grâce à des contractions coordonnées qu'on appelle le péristaltisme. C'est ce mouvement de vague, régulier, automatique, qui pousse le contenu digestif de l'estomac jusqu'à la sortie. Ce mouvement, à 30 ans, est puissant et régulier. À 70 ans, il est plus lent, moins coordonné, plus hésitant. Un peu comme le cœur qui bat parfois avec des pauses supplémentaires que vous ne remarquez même pas. Les muscles intestinaux vieillissent comme tous les autres muscles de votre corps. Et quand ils ralentissent, le contenu digestif reste plus longtemps dans le côlon. Et plus il reste longtemps, plus l'eau est réabsorbée. Et plus l'eau est réabsorbée, plus les selles durcissent. Plus elles durcissent, plus l'évacuation devient difficile et douloureuse. Deuxième réalité.
Votre microbiote intestinal, cet écosystème de milliards de bactéries qui vivent dans votre côlon, change profondément avec l'âge. À 30 ans, votre microbiote est riche, diversifié, dynamique. Il contient des centaines d'espèces différentes qui s'équilibrent mutuellement, qui participent à la digestion, qui produisent des vitamines, qui protègent la muqueuse intestinale et qui régulent le transit. Après 60 ans, cette diversité diminue. Les bonnes bactéries deviennent moins nombreuses. Les bactéries pro-inflammatoires la prennent plus de place et ce déséquilibre, qu'on appelle la dysbiose, crée un terrain favorable aux fermentations excessives, aux gaz, aux ballonnements, aux inflammations chroniques de bas grade. Votre ventre gonfle parce que des bactéries mal équilibrées fermentent ce qu'elles ne devraient pas fermenter et produisent des gaz en quantité anormale. Troisième réalité, la production d'enzymes digestives diminue significativement avec l'âge. Ces enzymes, produites par votre pancréas, votre estomac et votre intestin grêle, sont les outils chimiques qui découpent les aliments en particules assez petites pour être absorbés. Avec les années, vous en produisez moins, ce qui signifie que des fragments alimentaires plus grands arrivent dans votre côlon, insuffisamment digérés. Et là, vos bactéries intestinales s'en emparent et les fermentent. Résultat, gaz, ballonnement, inconfort après chaque repas. Quatrième réalité, et celle-là surprend beaucoup de mes patients, la déshydratation chronique, non pas la soif intense qu'on ressent par temps de canicule, mais une déshydratation silencieuse, progressive, invisible, qui s'installe parce qu'avec l'âge, le mécanisme de la soif s'émousse. Après 65 ans, vous pouvez être significativement déshydraté sans ressentir le signal habituel qui vous pousse à boire. Votre corps a soif mais ne vous le dit plus clairement. Et votre intestin, lui, en souffre directement. Parce que l'eau est le lubrifiant naturel de votre système digestif. Sans elle, tout ralentit, tout durcit, tout accroche. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur, je veux vous parler de quelque chose d'encore plus important. Je veux vous parler des 3 causes cachées derrière votre ballonnement chronique. Des causes que peu de médecins prennent le temps d'expliquer parce qu'elles demandent du temps, de la pédagogie et une vraie conversation avec le patient. Pas une ordonnance de laxatif en 3 minutes. La première cause cachée, c'est ce que j'appelle la déshydratation de l'aube. Permettez-moi de vous poser une question directe. Quelle est la première chose que vous buvez le matin ? Si votre réponse est le café, alors je viens de trouver l'une des sources principales de votre problème digestif. Et je dis ça sans jugement. Le café fait partie des rituels les plus ancrés dans nos vies. Il réchauffe, il réveille, il rassure. Mais voici ce qu'il fait à votre intestin quand il est la première chose que vous lui donnez. Le café est un puissant diurétique. Il stimule vos reins à éliminer de l'eau. Quand vous buvez votre première tasse après une nuit entière sans hydratation, votre corps, déjà légèrement déshydraté au réveil, perd encore de l'eau. Votre intestin reçoit un signal d'alerte, il faut économiser l'eau. Et pour économiser l'eau, il réabsorbe celle qui est dans le côlon au détriment des celles qui deviennent plus dures. Chaque matin où vous commencez par le café, vous commencez par assécher votre système digestif au moment précis où il a le plus besoin d'être hydraté pour démarrer. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil. Votre intestin est le plus réceptif aux signaux physiologiques dans les 30 premières minutes après votre réveil. C'est pendant cette fenêtre que le réflexe gastrocolique, ce mécanisme automatique qui déclenche les contractions intestinales en réponse à ce que vous ingérez, est le plus actif. Si vous donnez à votre intestin un café diurétique pendant cette fenêtre au lieu d'eau hydratante, vous manquez l'opportunité biologique la plus importante de votre journée pour déclencher un transit naturel. La deuxième cause cachée, c'est le réflexe oublié. Je viens de vous parler du réflexe gastrocolique. Laissez-moi vous l'expliquer plus profondément parce que c'est l'une des clés les plus importantes de toute cette discussion. Quand votre estomac est vide et que vous y introduisez quelque chose, les parois de l'estomac s'étirent. Cet étirement envoie un signal nerveux direct au côlon. Ce signal dit « Attention, de la nouvelle matière arrive dans le système, prépare-toi à évacuer pour faire de la place ». En réponse à ce signal, le côlon se contracte et pousse son contenu vers le rectum. C'est pour ça que beaucoup de gens, particulièrement les jeunes adultes, ressentent l'envie d'aller aux toilettes peu de temps après le petit déjeuner. C'est le réflexe gastrocolique à l'œuvre. Mais voilà ce qui arrive quand on le néglige pendant des années, quand on mange toujours en courant, quand on ne donne jamais à son corps le temps et le calme nécessaires pour répondre à ce signal, quand on prend des médicaments qui ralentissent l'intestin, quand on ne boit pas suffisamment. Ce réflexe s'affaiblit progressivement. Il ne disparaît pas totalement, mais il devient si discret que votre intestin n'y répond plus correctement.
C'est comme une sonnette de porte dont on a progressivement baissé le volume pendant des années. Un jour, vous ne l'entendez plus. Votre intestin a oublié quand il est l'heure de se contracter. Il attend un signal qui n'arrive plus clairement, et le contenu stagne. La troisième cause cachée est la plus paradoxale, et elle concerne les fibres. Vous avez probablement entendu ce conseil des centaines de fois. Mangez plus de fibres, mangez des légumes, mangez des céréales complètes, mangez des salades, et peut-être que vous l'avez fait, fidèlement. Et peut-être que paradoxalement, vos ballonnements ont empiré, vos gaz ont augmenté, votre constipation a résisté malgré tous vos efforts végétaux, et vous vous êtes demandé si votre corps était différent, si vous étiez une exception à la règle. Vous n'êtes pas une exception. Vous avez simplement reçu une information incomplète. Voici la vérité sur les fibres. Les fibres sont indispensables à votre transit. Mais elles ne fonctionnent pas seules. Elles ont besoin d'eau pour faire leur travail correctement. Les fibres alimentaires absorbent l'eau et forment un gel visqueux qui lubrifie le transit et donne du volume au sel. Ce volume doux stimule les parois intestinales et déclenche le péristaltisme. C'est la mécanique parfaite. Mais si vous mangez beaucoup de fibres sans boire suffisamment d'eau, voici ce qui se passe. Ces fibres, au lieu de gélifier et de former cette masse douce et lubrifiée, restent sèches et compactes. Elles gonflent légèrement, mais sans former ce gel fluide indispensable. Et vous vous retrouvez avec une masse volumineuse et dure dans votre côlon qui aggrave l'obstruction au lieu de la résoudre. Les fibres sans eau ne résolvent pas la constipation, elles la renforcent. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Et la solution est tout aussi simple une fois qu'on la comprend. Maintenant, je veux vous parler d'une patiente. Je ne vous dirai pas son prénom complet pour respecter sa vie privée. Je l'appellerai Fatou. Elle avait 74 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Elle avait fait le tour des spécialistes, gastro-entérologue, médecin généraliste, naturopathe. Elle avait essayé les sachets de Macrogol, les suppositoires à la glycérine, les thés laxatifs du commerce qui lui provoquaient des crampes si violentes qu'elle pleurait dans ses toilettes. Elle prenait 7 médicaments différents pour diverses pathologies chroniques et chacun d'eux contribuait à sa constipation à sa façon. Elle était épuisée. Pas seulement physiquement, psychologiquement épuisée d'avoir un ventre qui prenait autant de place dans sa vie. La première chose que j'ai faite lors de notre première consultation, c'est quelque chose que ses médecins précédents n'avaient pas fait. Je lui ai demandé de me décrire sa journée complète, heure par heure, de son réveil jusqu'au coucher, ce qu'elle buvait, ce qu'elle mangeait, quand et comment. À quelle heure elle se levait, ce qu'elle faisait les premières minutes de sa journée, comment elle prenait ses médicaments, à quelle heure elle dînait, comment elle dormait. Une heure de conversation, pas un examen, pas une analyse, une conversation. Et dans cette conversation, j'ai trouvé au moins 5 déclencheurs directs de sa constipation. 5 habitudes quotidiennes, profondément ancrées, que personne n'avait jamais questionnées parce que personne n'avait pris le temps d'écouter. Café à jeun dès le réveil, petit déjeuner debout en 5 minutes avec des biscuits secs, pas d'eau avant le milieu de la matinée, médicaments pris le soir sans verre d'eau suffisant, dîner à 20h30 avec des pâtes blanches, puis coucher à 21h30. Ces 5 éléments, combinés, créaient une tempête parfaite pour paralyser son système digestif. Je n'ai prescrit aucun nouveau médicament, aucun laxatif supplémentaire, aucun supplément coûteux. J'ai simplement restructuré sa journée autour de ce que son intestin avait besoin. Et 3 semaines plus tard, elle m'a rappelé. Sa voix avait changé. Pas seulement la constipation qui s'améliorait, elle dormait mieux. Elle avait moins de gonflements dans les chevilles. Elle avait recommencé à marcher 20 minutes chaque matin. Parce que quand l'intestin se libère, tout le corps respire différemment. Alors maintenant, permettez-moi de vous donner précisément ce protocole. Pas des généralités, pas des conseils vagues. 5 étapes concrètes, dans l'ordre, avec les explications physiologiques derrière chacune d'elles. Première étape, l'éveil physiologique de votre intestin. Voici ce que vous allez faire demain matin. Avant le café, avant votre téléphone, avant tout aliment, vous allez boire entre 300 et 500 ml d'eau tiède, pas froide, pas bouillante, tiède, à une température proche de celle de votre corps, autour de 37 à 40 degrés. La raison pour laquelle la température est importante est physiologique et précise. L'eau froide, quand elle arrive dans un estomac vide au réveil, provoque une légère contraction réflexe de la paroi gastrique. Cette contraction est une réponse de protection, et cette contraction ralentit le transit de l'eau vers l'intestin,
L'eau tiède, au contraire, détend les muscles lisses de l'estomac et de l'intestin. Elle est accueillie sans résistance. Elle passe rapidement dans l'intestin grêle puis dans le côlon. Et voici le mécanisme précis que cette eau tiède déclenche. En remplissant votre estomac vide, elle étire doucement les parois gastriques. Cet étirement active immédiatement le réflexe gastrocolique dont nous avons parlé. Ce signal nerveux arrive au côlon et lui dit « c'est l'heure de travailler ». Les contractions péristaltiques se mettent en route. Et simultanément, cette eau commence son voyage dans votre intestin et hydrate progressivement les selles qui s'y trouvent depuis la nuit. En 20 à 30 minutes, pour beaucoup de personnes qui appliquent ce protocole régulièrement, l'envie naturelle d'aller aux toilettes apparaît. Pas de forçage, pas de douleur, juste la réponse naturelle d'un corps qu'on a enfin réveillé avec les bons signaux. Les études sur l'hydratation matinale et le transit intestinal montrent des résultats qui sont loin d'être anecdotiques. Une hydratation correcte et bien chronométrée peut réduire le temps de transit intestinal de manière significative. Et pour les personnes âgées en particulier, dont le signal de soif est atténué, cet apport d'eau matinal programmé et intentionnel est une stratégie de santé digestive de première importance. Deuxième étape, l'allié physiologique naturel du soir. La veille au soir, vous allez réaliser un geste qui prend 30 secondes et qui va préparer votre intestin pour le lendemain matin. Prenez 4 ou 5 pruneaux et placez-les dans un verre d'eau à température ambiante. Laissez-les tremper toute la nuit. Le matin, après votre eau tiède, vous consommez ces pruneaux et vous buvez intégralement l'eau dans laquelle ils ont trempé. Toute l'eau. Ce détail est fondamental et je vais vous expliquer pourquoi. Les pruneaux sont l'un des aliments les mieux documentés scientifiquement pour leur effet bénéfique sur le transit intestinal. Ils contiennent plusieurs éléments actifs qui travaillent en synergie. D'abord, des fibres solubles et insolubles en proportion équilibrée. Les fibres solubles forment ce gel lubrifiant dont nous avons parlé. Les fibres insolubles donnent du volume aux selles et stimulent mécaniquement les parois du côlon pour déclencher les contractions. Ensuite, et c'est là l'élément le plus puissant, les pruneaux contiennent du sorbitol. Le sorbitol est un alcool de sucre naturel que votre intestin grêle n'absorbe pas complètement. Il arrive donc dans votre côlon sous forme pratiquement intacte. Et là, il agit comme une éponge osmotique. Il attire l'eau depuis les parois du côlon vers l'intérieur des selles. Plus d'eau dans les selles signifie des selles plus molles, plus volumineuses, plus faciles à expulser. C'est un laxatif doux et naturel que votre corps connaît et tolère parfaitement. Maintenant, pourquoi tremper les pruneaux? Parce que le trempage permet au sorbitol de se dissoudre partiellement dans l'eau. L'eau dans le verre devient une légère solution concentrée en sorbitol et en certains composés phénoliques des pruneaux. En buvant cette eau, vous absorbez une dose supplémentaire de ces substances actives sous forme liquide qui agissent plus rapidement que les pruneaux solides seuls. Vous doublez l'effet avec le même ingrédient. C'est de la chimie alimentaire simple et efficace. Troisième étape, l'apaisement de la tempête intérieure. Pour les gaz et les ballonnements, il existe une plante dont les propriétés digestives sont documentées depuis des siècles et validées par la recherche moderne. Le fenouil, et plus précisément une infusion préparée avec les graines de fenouil. Voici la préparation exacte. Prenez une cuillère à café de graines de fenouil, soit environ 5 grammes. Mettez-les dans une tasse, versez de l'eau chaude mais pas bouillante, autour de 90 degrés, sur les graines. Couvrez la tasse avec une petite assiette ou un couvercle pour éviter que les composés volatiles ne s'évaporent. Laissez infuser 8 à 10 minutes. Filtrez et buvez tiède, 2 à 3 tasses par jour, particulièrement après les repas principaux. Le mécanisme d'action du fenouil sur votre système digestif est précis et bien compris. Les graines de fenouil contiennent des huiles essentielles, notamment l'anétol, le fanchone et l'estragol. Ces composés exercent une action directe sur les muscles lisses de votre intestin. Ils sont ce qu'on appelle des spasmolytiques, c'est-à-dire qu'ils réduisent les spasmes et les contractions douloureuses des muscles intestinaux. Quand votre intestin est ballonné et contracté en réponse au gaz, le fenouil lui envoie un signal de relaxation. Les muscles se détendent. Et quand les muscles se détendent, les gaz emprisonnés peuvent enfin se déplacer naturellement et être évacués. C'est comme déverrouiller une vanne sous pression. En parallèle, le fenouil possède des propriétés antimicrobiennes légères qui permettent de moduler la fermentation bactérienne excessive dans votre côlon. Il ne détruit pas votre microbiote, il aide à le rééquilibrer en réduisant l'activité des bactéries productrices de gaz en excès. 2 semaines de cette infusion régulière peuvent transformer radicalement votre confort abdominal quotidien. Quatrième étape,
la stimulation mécanique douce de l'extérieur. Votre intestin a parfois besoin d'une impulsion venue de l'extérieur, surtout quand sa tonicité musculaire a diminué avec les années. Ce que je vais vous décrire maintenant s'appelle le massage abdominal de drainage et il suit précisément le trajet anatomique de votre côlon. Voici comment le réaliser. Allongez-vous sur le dos, sur votre lit ou sur un tapis, dans un endroit confortable et chaud. Pliez légèrement vos genoux, les pieds à plat. Détendez complètement votre abdomen. Respirez profondément 2 ou 3 fois. Puis, commencez le massage avec le bout de vos doigts réunis en exerçant une pression ferme mais douce sans jamais dépasser le seuil du confort. La règle absolue est simple. Si vous ressentez une douleur vive, vous arrêtez immédiatement. Ce massage ne doit provoquer aucune douleur. Commencez dans la partie inférieure droite de votre ventre, juste au-dessus de l'os de la hanche droite. C'est là que commence votre côlon ascendant, la première partie de votre gros intestin. Massez en petits cercles doux en remontant lentement vers vos côtes droites. Prenez votre temps, 5 à 10 secondes par zone avant de progresser. Arrivez sous vos côtes droites, progressez horizontalement vers la gauche, sous le thorax, en suivant votre côlon transverse qui traverse votre abdomen de droite à gauche. Puis, arrivez sous vos côtes gauches, descendez le long de votre flanc gauche vers votre aine gauche en suivant votre côlon descendant. Vous avez tracé un grand U inversé sur votre abdomen. Répétez ce parcours 5 à 10 fois, lentement, régulièrement, en respirant profondément pendant tout le massage. Ce massage fait plusieurs choses simultanément. Il stimule mécaniquement les muscles de la paroi intestinale et provoque des contractions réflexes qui aident à faire progresser le contenu du côlon. Il améliore la circulation sanguine dans la paroi digestive, ce qui favorise la sécrétion de mucus lubrifiant. Et il active les terminaisons nerveuses de la paroi abdominale qui communiquent avec le système nerveux entérique, votre deuxième cerveau intestinal. 10 minutes de ce massage, le matin après votre eau tiède ou le soir avant de dormir peuvent faire une différence remarquable, particulièrement pour les personnes dont la mobilité est réduite et qui ne peuvent pas pratiquer une activité physique soutenue. 5e étape, l'hydratation stratégique continue. Voici la colonne vertébrale de tout le protocole, celle sans laquelle les 4 autres étapes ne peuvent pas fonctionner à leur plein potentiel. L'hydratation tout au long de la journée, mais pas n'importe comment, stratégiquement. Voici les principes. D'abord, ne jamais attendre d'avoir soif pour boire. Après 60 ans, votre signal de soif est retardé et atténué. Quand vous le ressentez, vous êtes déjà en légère déshydratation. Programmez-vous pour boire régulièrement, indépendamment de la sensation de soif. Un verre d'eau toutes les heures et demie environ est un rythme raisonnable et atteignable. Ensuite, concentrez la majorité de vos apports liquidiens avant 17h ou 18h. Pas parce que l'eau bue le soir est mauvaise pour la digestion, mais parce que boire trop tard peut vous obliger à vous lever plusieurs fois la nuit pour uriner. Et les nuits fragmentées perturbent profondément votre équilibre hormonal, notamment les hormones qui régulent la motilité intestinale comme la sérotonine et la mélatonine. Un intestin mal dormi est un intestin qui fonctionne mal. Protégez votre sommeil en gérant intelligemment votre hydratation vespérale. Enfin, associez intelligemment vos fibres à vos apports en eau. Quand vous mangez une belle assiette de légumes verts, de légumineuses ou de céréales complètes, accompagnez-la systématiquement d'1 à 2 verres d'eau pendant et après le repas. Cette association garantit que les fibres peuvent absorber l'eau nécessaire à leur fonctionnement lubrifiant. Elle garantit que votre microbiote reçoit à la fois le substrat fermentescible dont il a besoin, les fibres, et l'environnement hydrique qui lui permet de travailler efficacement sans produire d'excès de gaz. Et maintenant, je veux vous parler des erreurs. Ces erreurs que je vois commettre si souvent et qui sabotent tous les efforts des personnes les plus motivées à améliorer leur transit. La première erreur, et de loin la plus fréquente, c'est de recourir aux laxatifs stimulants de façon régulière. Je parle des produits qui contiennent du séné, de la cascara, du bisacodyl. Ces substances fonctionnent en irritant directement la muqueuse du côlon pour forcer des contractions. La première fois, ça fonctionne. La deuxième aussi. Mais voici ce qui se passe progressivement avec un usage répété. Les terminaisons nerveuses de votre muqueuse colique, constamment stimulées artificiellement, deviennent de moins en moins sensibles à ce stimulus. Elles s'épuisent, elles se désensibilisent. Votre intestin devient dépendant de ce signal externe artificiel et perd progressivement sa capacité à répondre à ses propres signaux naturels. On appelle ça le côlon cathartique ou le côlon paresseux.
c'est une complication réelle, documentée médicalement, de l'usage prolongé et répété de laxatifs stimulants. Et une fois que votre intestin est entré dans cette dépendance, le sevrage est long, difficile et demande une prise en charge médicale spécifique. Si vous utilisez actuellement des laxatifs stimulants de façon régulière, ne les arrêtez pas brutalement sans en parler à votre médecin, mais parlez-lui de ce protocole, parlez-lui de votre désir de revenir à un transit naturel. Un sevrage progressif, accompagné et structuré est possible dans la grande majorité des cas. La deuxième erreur, c'est de manger trop tard le soir. Votre système digestif, comme vous, a besoin de repos. Il n'est pas conçu pour travailler intensément la nuit. Quand vous dînez à 21h et que vous vous couchez à 22h, votre estomac et votre intestin doivent travailler pendant votre sommeil sur un repas complet. Ce travail nocturne est moins efficace que la digestion diurne, qui bénéficie d'une meilleure circulation sanguine digestive et d'une tonicité musculaire intestinale plus élevée. Les aliments restent plus longtemps dans un système qui tourne au ralenti. La fermentation est plus importante, les gaz s'accumulent et vous vous réveillez le matin avec ce ventre déjà gonflé, ce ventre lourd, cet inconfort qui était là avant même que vous n'ayez rien mangé. Essayez de terminer votre dernier repas au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher. Et si votre appétit ou votre emploi du temps ne le permet pas, allégez au maximum ce repas du soir. Des soupes de légumes, des bouillons, des aliments facilement digestibles qui ne demanderont pas un travail intense à votre système digestif pendant la nuit. La troisième erreur, c'est la sédentarité non compensée. Je vais vous dire quelque chose que vous savez peut-être intuitivement, mais dont vous ne mesurez peut-être pas l'ampleur médicale. La marche est le médicament du transit intestinal le plus efficace qui soit. Chaque fois que vous marchez, les contractions rythmiques de vos muscles abdominaux et de votre plancher pelvien massent mécaniquement votre intestin de l'extérieur. Elles stimulent les contractions péristaltiques. Elles accélèrent le transit. Des études ont montré qu'une simple marche de 20 à 30 minutes par jour peut réduire de façon significative le temps de transit intestinal. Ce n'est pas du sport intensif, c'est de la marche. À votre rythme, dans votre quartier, dans un parc, dans un couloir si c'est ce dont vous disposez. Si votre mobilité est limitée, même une marche de 10 minutes après chaque repas principal a un impact mesurable sur votre transit. Et si vous ne pouvez pas marcher du tout, le massage abdominal que je vous ai décrit devient encore plus important pour compenser cette stimulation mécanique. La quatrième erreur, c'est d'ignorer le stress chronique. Je sais que ça peut sembler éloigné du sujet. Mais votre système nerveux central et votre système nerveux entérique, votre deuxième cerveau intestinal, communiquent en permanence via ce qu'on appelle l'axe cerveau-intestin. Quand vous êtes sous stress chronique, votre cerveau envoie des signaux constants de vigilance à votre intestin. Cet état d'alerte modifie la motilité intestinale. Il peut soit l'accélérer, ce qui donne des diarrhées de stress, soit la ralentir, ce qui aggrave la constipation. Il modifie la composition du microbiote en faveur des bactéries pro-inflammatoires. Il réduit la sécrétion de mucus protecteur. Il augmente la perméabilité de la muqueuse intestinale. Les personnes âgées vivent souvent des stress particuliers et cumulatifs. Deuil, isolement social, inquiétude pour la santé, perte d'autonomie progressive. Ces stress ne sont pas des détails émotionnels sans lien avec votre digestion. Ils sont des facteurs physiologiques directs qui influencent le fonctionnement de votre intestin. Prendre soin de votre équilibre psychologique, maintenir des liens sociaux chaleureux, trouver des activités qui vous procurent de la joie, ce ne sont pas des luxes, ce sont des prescriptions médicales. Maintenant, je veux vous parler des signaux d'alarme. Parce que tout ce que je vous ai décrit jusqu'ici concerne la constipation fonctionnelle, le ballonnement chronique, les troubles digestifs liés au vieillissement normal, mais il existe des signaux qui sortent de ce cadre et qui nécessitent une consultation médicale sans délai. Ne les ignorez jamais. Si vous observez du sang dans vos selles, que ce sang soit rouge vif ou sombre, presque noir, consultez immédiatement. Les selles noires et goudronneuses peuvent indiquer un saignement dans la partie haute du tube digestif, ce qui est une urgence médicale. Si vous notez un changement brutal et persistant de vos habitudes intestinales, c'est-à-dire si votre transit, même irrégulier depuis des années, change soudainement de façon inexpliquée, c'est un signal à prendre au sérieux. Si vous perdez du poids sans raison,
Si vous ressentez une fatigue intense et inexpliquée accompagnée de troubles digestifs, si vous avez des douleurs abdominales sévères qui ne cèdent pas, si vous développez une anémie, c'est-à-dire une baisse significative de votre taux d'hémoglobine associée à des troubles du transit. Ces signaux peuvent indiquer une pathologie qui nécessite une investigation médicale spécifique, indépendamment de votre âge et de votre état de santé général. Ma méthode ne remplace pas une consultation médicale quand ces signaux sont présents. Elle la complète pour tous les autres. Je veux aussi vous parler d'un aspect dont on ne parle presque jamais quand on aborde la santé digestive des personnes âgées. L'aspect psychologique et social. Parce que la constipation chronique et les ballonnements ne détruisent pas seulement votre confort physique, ils rétrécissent votre vie. J'ai eu des patients qui refusaient les invitations à dîner chez leurs enfants, qui évitaient les voyages en famille, qui réduisaient leurs sorties au minimum pour rester proches de leur propre toilette, qui planifiaient chaque activité en fonction de l'accessibilité des sanitaires, qui se sentaient honteux de quelque chose qui était une réponse biologique normale d'un corps qui n'avait pas reçu ce dont il avait besoin. Cette honte-là est injuste. Et ce rétrécissement de la vie est évitable. Quand votre intestin fonctionne bien, quand vous retrouvez cette régularité, cette légèreté abdominale, cette absence d'anxiété autour des repas et des sorties, quelque chose de plus grand que le confort physique revient. Une liberté. Cette liberté de vivre votre journée sans que votre ventre en soit le centre. Et cette liberté-là, je veux que vous sachiez qu'elle est accessible. Elle n'appartient pas seulement aux personnes de 30 ans, elle vous appartient aussi. Alors résumons ce protocole en 5 piliers pour que vous puissiez commencer demain matin sans hésitation. Le premier pilier, l'eau tiède au réveil, entre 300 et 500 ml, avant tout aliment, avant le café, dans les premières minutes après vous être levé. Ce geste réveille votre réflexe gastrocolique et hydrate vos selles dès le début de la journée. Le deuxième pilier, les pruneaux trempés la veille au soir, mangez le matin avec leur eau de trempage pour fournir à votre côlon le sorbitol naturel et les fibres équilibrées qui l'aident à se contracter et à évacuer en douceur. Le troisième pilier, l'infusion de graines de fenouil, 2 à 3 tasses par jour, particulièrement après les repas, pour relaxer les muscles intestinaux, réduire les spasmes et permettre au gaz de s'évacuer naturellement. Le quatrième pilier, le massage abdominal en U, 5 à 10 minutes le matin ou le soir, en suivant le trajet anatomique de votre côlon, pour stimuler mécaniquement le péristaltisme et compenser la perte de tonicité musculaire liée à l'âge. Le cinquième pilier, l'hydratation stratégique tout au long de la journée, sans attendre la soif, concentrée avant 17 ou 18 heures, associée systématiquement à vos apports en fibres pour permettre à celles-ci de fonctionner comme elles le doivent. Ces 5 piliers forment un système cohérent. Ils ne fonctionnent pas aussi bien séparément qu'ensemble. Leur force vient de leur complémentarité. L'eau du matin ouvre la porte, les pruneaux fournissent les outils, le fenouil apaise la tempête, le massage active la mécanique, l'hydratation continue maintient le mouvement toute la journée. Je veux terminer par quelque chose d'important. Quelque chose que j'aurais dû peut-être dire au début, mais que je préfère laisser pour la fin, quand votre esprit est ouvert et que vous avez eu le temps de comprendre tout ce qui précède. Votre corps, après 60 ans, n'est pas un corps qui abandonne. C'est un corps qui s'adapte. Il a traversé des décennies d'expérience, de maladies surmontées, de stress absorbé, de privations compensées. Il porte en lui une sagesse biologique d'une richesse extraordinaire. Et cette sagesse est toujours là, toujours active, toujours prête à travailler si vous lui donnez ce dont elle a besoin. Le problème n'est presque jamais que votre corps est cassé. Le problème est presque toujours que les conditions dans lesquelles votre corps essaie de travailler ne lui permettent pas de donner le meilleur de lui-même. L'eau que vous lui donnez au mauvais moment, les fibres sans l'hydratation qui leur permet de fonctionner, les médicaments qui ralentissent silencieusement votre transit, la sédentarité qui prive votre intestin de la stimulation mécanique dont il a besoin, la déshydratation chronique invisible qui durcit tout ce qui devrait rester souple. Changer ces conditions, c'est ce que ce protocole fait. Et ce changement ne demande ni dépenses importantes, ni effort physique intense, ni sacrifice de vos plaisirs alimentaires. Il demande simplement de la régularité, de la patience et cette confiance que votre corps sait exactement comment se guérir quand on lui donne les bons outils. Commencez ce soir. Avant d'aller dormir, préparez votre verre avec les pruneaux dedans. Posez-le sur votre table de nuit ou dans votre cuisine, là où vous le verrez demain matin.
Demain, au réveil, avant toute autre chose, buvez votre eau tiède. Donnez à votre corps 7 jours, juste 7 jours d'une application régulière de ces 5 piliers, et observez ce qui se passe, non pas avec anxiété, mais avec curiosité et bienveillance. Avec la même bienveillance que vous auriez envers un ami qui recommence à se lever après une longue période de repos forcé. Votre intestin n'a pas oublié comment fonctionner, il attend simplement que vous lui rappeliez le chemin.